Bonjour Antoine Volodine et merci d'avoir accepté notre invitation à ces rencontres qui sont placées sous le thème de la survie. Le titre est Survivre, et s'il est une œuvre de la survie ou de la survivance ou du survivre, peut-être qu'on pourra préciser ces notions un peu plus tard, c'est bien la vôtre. Mais pas du tout au sens où on l'entend très généralement, et notamment sur les médias actuellement, lorsqu'on parle de résilience, de survivre à une épreuve ou à un deuil ou à une catastrophe, qu'elle soit naturelle ou technologique. La survie qui se déploie dans votre œuvre serait plutôt une sorte de survie sans résilience, si tant est que ça puisse avoir un sens. Alors avant de vous interroger là-dessus, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes l'auteur de 20 romans, du moins sous le nom de Antoine Volodine, et près d'une trentaine d'autres bientôt sous d'autres pseudonymes. On évoquera ça aussi ensemble tout à l'heure. Alors, 4 volumes d'abord, publiés dans la collection Présence du futur, aux éditions de Noël, dans une collection de science-fiction, mais dont ces romans semblent s'émanciper en dérogeant au paradigme du genre. Puis 4 aux éditions de Minuit, qui sort véritablement l'œuvre de la science-fiction et l'installe dans une exigence littéraire plus originale et extrêmement singulière. 3 ensuite, aux éditions Gallimard, dont le dernier, le post-exotisme en 10 leçons, leçon 11, en 98, qui se propose de donner une sorte de représentation globale de l'œuvre et de construire autour de cette notion de post-exotisme une valeur centrale de l'œuvre, dont peut-être il faudra aussi dire un mot tout à l'heure. Et puis, à partir du livre des Anges mineurs, en 99, vous êtes publié par les éditions du Seuil, il y aura encore 8 volumes. Et à partir de cette même année, 99, commence à paraître, mais sous d'autres noms, d'autres ouvrages chez d'autres éditeurs. Alors, Elie Kranauer, aux éditions des Loisirs, qui fait paraître des histoires courtes, inspirées un peu des Billines dans la tradition des contes et des épopées russes. Bientôt suivi par Manuela Dreger, chez le même éditeur, qui publie aussi des livres pour la jeunesse. 7 volumes qui seront ensuite accueillis aux éditions de l'Olivier. Et puis un 4e nom d'auteur apparaît, Lutz Bassmann, qu'on a invité d'ailleurs tout à l'heure, et qui publie, lui, aux éditions Verdier, 5 ouvrages, dont Black Village, qui était l'objet d'une adaptation théâtrale et musicale de la part de la compagnie L'Instant Donné, dont nous discuterons tout à l'heure avec l'un des représentants de cette compagnie, Rémi Janin. Alors, un ensemble qui pourrait paraître un peu dispersé, mais qui finalement est tout à fait cohérent, qui constitue une sorte de vaste système, un univers imaginaire, on pourrait dire, dans lequel chaque livre est à la fois pleinement autonome, mais aussi tout à fait relié aux autres par des jeux d'écho thématiques, formels, onomastiques, des noms propres qui reviennent. Lutz Bassmann, par exemple, qui est l'auteur que je viens d'évoquer, est aussi le narrateur principal de Post-exotisme en 10 leçons, leçon 11. Alors, cette œuvre, je propose qu'on l'aborde ici, puisque c'est notre objet aujourd'hui, par le prisme qui nous rassemble et qui intitule ces rencontres, Survivre. Et une première pertinence de ce thème dans l'œuvre, Survivre, me semble-t-il, c'est que la plupart des premiers romans situent leur action dans une période qui suit immédiatement un effondrement ou un échec politique ou révolutionnaire, ou une prise de pouvoir totalitaire à laquelle il faut résister. Je pense par exemple à Lisbonne, dernière marge, où on voit une militante de la Rote Armee Fraktion en fuite, qui est poursuivie par un policier antiterroriste. Donc est-ce là une des premières intentions qui président à l'œuvre, de savoir comment on survit à l'effondrement, notamment des idéaux révolutionnaires et des prises de pouvoir totalitaires ? Je pense qu'on peut dire ça, oui, effectivement, dans la mesure où, dans cet ensemble que vous avez décrit très rapidement, derrière cet ensemble se trouve un cœur de prisonniers et de prisonnières, d'hommes et de femmes qui sont en prison à vie, qui sont à l'isolement et qui s'échangent des fragments de romans, des poèmes, des lamentations, et qui sont en fait ceux qui vont ordonner le tissu idéologique de tous les livres, quels qu'ils soient signés par Lutz Bassmann, Volodine ou Manuela Dreger,
Eddie Kronauer, peu importe, il y a une cohérence idéologique totale qui est due au fait que ce cœur que j'ai appelé de surnarrateur, qui raconte et met en scène des histoires où des narrateurs sont placés, sont mis en scène également avec des personnages et des voix extérieures. Tous ces surnarrateurs, cette base, ce cœur, ce collectif d'écrivains qui se trouve en arrière, en amont de l'édifice post-exotique, de cet édifice littéraire, ce sont des vaincus, ce sont d'anciens guerriers, guerrilleros et guerrilleras, qui ont été vaincus par les armes, qui ont été arrêtés, condamnés à perpétuité et qui vont ruminer en permanence sur l'échec. Donc, ce sont des survivants, ils ont survécu au combat qu'ils ont perdu. Et c'est une constante qu'on va retrouver dans tous les livres à plus ou moins forte, à plus ou moins haut niveau d'expression, mais c'est une constante. La rumination sur l'échec, sur le regret peut-être d'avoir survécu également, et une rumination sur les échecs, sur tous les échecs de l'humanisme au XXe siècle, de l'humanité en général depuis ses origines, et également une rumination sur les crimes qui n'ont servi à rien, qui ont été commis. Et cet ensemble idéologique, très marqué par le marxisme, par un marxisme révolutionnaire, guerrier, cet ensemble est toujours transparent si on cherche dans les textes l'origine idéologique de la pensée des personnages, si on cherche la volonté littéraire, la volonté politique qui se trouve derrière l'expression, on retrouvera toujours ces thèmes qui sont portés donc par des vaincus, par des survivants, mais des survivants qui, ayant perdu et n'ayant aucune perspective, sont des survivants à l'agonie, ce qui fait que dans presque tous les livres, on va avoir des narrateurs, des personnages qui sont eux aussi des survivants, dans de très mauvaises conditions, dans un cauchemar parfois, des agonisants, des épuisés qui vont prendre la parole. Finalement, par délégation, ces personnages représentent les guerriers qui sont à l'arrière des livres. Dans votre propos, on entend quand même comme un élargissement, c'est-à-dire d'abord les survivants de l'effondrement de ces idéaux révolutionnaires, militants et parfois même guerriers, vous le disiez à l'instant, mais aussi d'autres survivants. Vous avez parlé des survivants de l'humanisme, les survivants des catastrophes du XXe siècle. On peut entendre aussi les survivants de la Shoah ou des exterminations. Et ma question est de savoir si finalement, est-ce qu'il n'y a pas eu au départ de l'œuvre quelque chose qui était beaucoup plus strictement politique, cet effondrement des idéaux révolutionnaires. L'œuvre commence à apparaître dans les années 80, c'est-à-dire au moment où on connaît les crimes du stalinisme, au moment où l'Union soviétique elle-même commence à avoir de nombreuses failles, et quelques années plus tard, ce sera l'effondrement du mur de Berlin et de l'URSS. Donc quelque chose qui était au départ centré sur cette conscience-là, qui est une conscience éminemment politique, et qui peu à peu se diffuse ou se dilue ou s'élargit, je ne sais pas quel terme vous préféreriez, sur l'effondrement finalement des Lumières, de l'humanisme, l'effondrement aussi
liées aux exterminations, comme si tout cela finissait par faire un ensemble de vaincus de l'histoire, beaucoup plus large que les seuls vaincus révolutionnaires. Oui, c'est plus large, mais d'abord je corrige un peu ce que vous disiez, c'est pas dans les années 80 qu'on commence à connaître les crimes du stalinisme. Mais c'est dans les années 80 qu'on commençait à écrire. Oui, voilà. Mais c'est le moment où s'effondre le projet révolutionnaire à gauche des grands partis communistes. C'est le moment où, en même temps que cet échec des guérillas urbaines, des projets révolutionnaires, commence à s'effondrer l'Union soviétique. Très important. Et effectivement, dans les années 80, où j'ai commencé à publier et pas commencé à écrire, dans les années 80, le poids de cet effondrement en cours était très grand et me marquait beaucoup. Et c'est évidemment, avec une pensée politique plus jeune aussi, que j'abordais cette catastrophe en cours et que je regardais en arrière les catastrophes qui s'étaient déroulées pendant tout le XXe siècle jusqu'à donc au moment de l'écriture. Hein, mais les révolutions ratées, les révolutions défigurées, les exterminations, les génocides, la Shoah, tout cela c'est un échec de l'humanité en général au XXe siècle. Je dis de l'humanisme parce que l'humanisme a eu une petite voix en face de la tempête qui l'a emporté. Vous décriviez la situation des personnages et des narrateurs de vos livres à l'instant, et je voudrais revenir sur cette flexion que je proposais en préambule entre survie, survivance et survivre. Quel est le terme que vous choisiriez de préférence pour décrire la situation de vos personnages, sachant que la survie est peut-être plutôt une sorte d'état dans lequel on se trouve. La survivance a des connotations un peu plus spectrales, peut-être, fantomatiques, alors que le survivre, parce que c'est un verbe, donne une idée de dynamisme quand même dans la volonté de se maintenir et de se prolonger. Vos personnages, vous les situeriez dans quelle tonalité de ces trois termes ? Certainement pas dans celle du dynamisme. Ce sont des écrasés, des épuisés. Et donc ils continuent. Il y a une continuité. C'est ça la survie. Hein. Ils continuent et plus que la survie, je pourrais utiliser un autre mot qui se termine de la même manière, l'agonie. Ce sont des personnages en agonie depuis la première page jusqu'à la dernière, et même très souvent, puisque je fais intervenir une notion qui n'a rien à voir avec le marxisme-léninisme, qui est le bouddhisme tibétain, ce sont des personnages qui rentrent dès la première page dans un bardo d'après le décès. Leur agonie est terminée, leur mort a eu lieu, et commencent leurs aventures, commence l'aventure littéraire qui va les porter jusqu'à la dernière page, et commence quelque chose où l'état organique est désastreux, mais compte peu parce qu'il ne sera pas suivi d'une disparition, il ne sera pas suivi du décès. Mes personnages survivent en post-agonie, si vous voulez. Donc on est dans un univers imaginaire, on est dans un univers qui n'est pas mystique, mais qui utilise le levier du mysticisme pour permettre à ceux qui parlent, à ceux qui agissent dans le roman, de parler et d'agir alors qu'ils sont déjà morts. Ce sont pas, mes livres ne sont pas du tout des histoires de zombies, des histoires de morts vivants. Hein, c'est pas.
c'est pas des histoires fantastiques en ce sens-là, mais les personnages n'affrontent pas la réalité de la vie et la peur de la mort de la même manière que des personnages qui vivent dans le réel véritablement. C'est intéressant cette flexion finalement dans l'évolution de l'œuvre, parce que ce dont vous parlez à l'instant, ce bardo, cette inspiration qui vient du livre des morts tibétains n'apparaît pas dès l'origine, mais plutôt autour de ce livre qui s'appelle justement Bardo or not Bardo. Et donc la question est de savoir comment vous avez découvert ces textes-là et de quelle manière s'est passée la greffe, pourrait-on dire, de cet imaginaire-là, de cette spiritualité particulière sur le domaine que nous évoquions tout à l'heure, qui était plutôt celui des idéaux politiques et de leur effondrement. Dans un des livres publiés en présence du futur, donc un des 4 premiers livres, un livre qui s'appelle Des enfers fabuleux, oui. Déjà le ressort de la vie, de la renaissance, du cycle des vies et des morts qu'on retrouve qui est à l'origine de la pensée du Bardo Thodol, du livre des morts tibétains, déjà se trouve là développé. Mais ensuite, aux éditions de Minuit, je n'ai pas tellement osé placer du Bardo Thodol pour Jérôme Lindon. J'ai pensé que déjà lui, qui n'aimait pas du tout l'imaginaire et la littérature de l'imaginaire, aurait plus que tiqué. Donc j'ai écrit d'autres livres où les personnages évoluent dans des mondes noirs, des mondes très sombres. Dans Le Nom des singes, c'est sous des arbres d'une forêt amazonienne très sombre, très noire, et les côtés magiques, des côtés fantastiques sont insérés dans mes histoires depuis toujours, hein. Mais c'est peut-être à partir c'est pas à partir de Bardo or not Bardo, c'est sans doute à partir de Le post-exotisme en 10 leçon 11 que la notion de Bardo Thodol, qui est importante dans le livre, qui est citée de nombreuses fois, et qui fait justement, qui permet d'expliquer comment du marxisme révolutionnaire et d'une analyse complètement athée et rationnelle, on peut passer dans les narrations à quelque chose qui fait intervenir la mystique tantrique tibétaine sans y croire, mais avec le plaisir de jouer avec ce côté qui ouvre pour les narrations, qui ouvre pour traiter les sujets des livres, des perspectives extraordinaires, puisque dans le bardo, donc après le décès, on ne fait que projeter ce qui s'est passé, donc c'est un lieu de mémoire. C'est un lieu où la mémoire est transformée par des fantasmes, par des visions, des hallucinations, et où les contraires s'annulent, ce qui est un des jeux de la littérature post-exotique. Les contraires s'annulent, c'est-à-dire que le personnage qui parle est en même temps le personnage qui écoute. Le je et le tu, le noir et le blanc, le bourreau et la victime, etc. Donc ça permet énormément de choses. Et puis, évidemment, le rêve, c'est la réalité et vice-versa. La mémoire inventée et la mémoire réelle se mélangent. Ça permet énormément de facilité d'écriture. Oui, c'est vrai que c'est un imaginaire qui est très, très fructueux et très, très stimulant.
En même temps, vous venez de dire que vous n'adhériez pas non plus à la mystique dont cet imaginaire est porteur. Et il y a cette question qu'on peut se poser, c'est celle du point de vue qui est adopté par l'écrivain vis-à-vis de cet imaginaire, avec parfois une dimension qui est d'adhésion véritable, et on installe les personnages dans ce monde, qui est d'ailleurs très, très noir, enfin on l'a entendu dans notre conversation jusqu'à présent, mais par moments il y a une prise de distance. Et j'évoquais tout à l'heure Bardot, notre Bardot, déjà le titre lui-même est un clin d'œil que tout le monde identifie, et il me semble qu'il y a là aussi quelque chose comme de l'humour, de l'ironie vis-à-vis de votre propre imaginaire. Est-ce que vous pouvez dire un mot de ce jeu à la fois d'adhésion et de distance ? Oui, d'abord, l'adhésion. On peut raconter des histoires de science-fiction sans croire aux martiens. Hein. Oui, bon. Ah bon. Donc, on peut utiliser le fond mystique extrêmement riche du Bardo Thodol sans adhérer au tantrisme tibétain. Mais vous demandiez... Je parlais de l'humour. L'humour, oui. Alors, il y a une distance toujours, la distance est très importante dans tout ce que nous racontons, il y a obligatoirement une distance. Lorsque les événements qui sont racontés dans le livre font allusion directement à des horreurs du XXe siècle, à la Shoah, à l'extermination, au goulag, il y a une obligation. Et puis je ne sais pas faire autrement, et Luz Bassman non plus, ni Manuela Dreger, il y a une obligation de prendre une distance. Nous sommes loin du témoignage, sauf dans un cas écrivain où le document est inséré à l'intérieur du texte. Mais autrement, nous sommes dans le fantasme de l'horreur qui renvoie à l'horreur réelle, mais qui ne prend pas la parole au nom des victimes et des survivants réels, même si, en permanence, il leur est rendu hommage. Cette distance, elle est également extrêmement présente dans ce que nous appelons l'humour du désastre, l'humour des camps, qui est une moquerie de soi-même, qui est une autodérision, qui est une dévalorisation extrême, très poussée, qui renverse le tragique de la situation. Je veux dire, par exemple, quelques-uns de nos personnages, pas tous bien sûr, quelques-uns terminent en insectes, en blattes. Ils sont dans une position, ils continuent à avoir la parole, hein, et puis ça n'est pas une description, on n'est pas dans Grégoire Samsa, hein, c'est autre chose, ce sont des revendications d'être au bas de l'échelle pour pouvoir continuer pour pouvoir survivre, pour pouvoir continuer à parler, mais sans se prendre en pitié. Cette distance humoristique du désastre est un humour particulier qui consiste à refuser l'horreur tout en étant tout à fait conscient de l'horreur. Mais à se moquer de soi-même à l'intérieur de l'horreur. Vous diriez que c'est une position plutôt éthique ou c'est une sorte de réflexe existentiel ? C'est un réflexe existentiel, hein, oui. Absolument. L'humour du désastre, l'humour post-exotique est comparable à l'humour juif, mais il est plus noir.
Alors justement, là, une autre référence Peut-être. apparaît, c'est la question de l'humour juif. Et à côté du Bardo Toddle, il y a une autre référence qui vient à l'esprit en vous lisant, c'est celle que l'on peut faire à Primo Levi. Et notamment, je crois que c'est dans les survivants, les rescapés, que Primo Levi évoque les musulmans, enfin ceux que dans les camps on appelle les musulmans, c'est-à-dire ceux qui sont justement à l'agonie. Primo Levi, Agamben a écrit une très belle page là-dessus, dit que finalement les seuls qui pourraient véritablement témoigner de ce qu'est l'expérience du camp, de ce qu'est l'extermination, ce sont eux, mais que malheureusement ils sont dans un état tel qu'ils n'ont plus la parole. Et est-ce que cette réflexion-là, qui nous vient de l'histoire, des témoignages de l'histoire, a pu avoir des résonances aussi dans votre texte, dans vos textes ? Complètement, et je dirais même que justement, mes personnages souvent ont le statut de ces musulmans des camps qui étaient méprisés par les autres prisonniers. Et justement, quelques personnages renvoient directement. Certains, par exemple, s'appellent Basurman, ce qui renvoie directement à un musulman, qui est le nom qui était donné. Et donc, cet état de sous-humanité à l'intérieur de l'horreur du camp, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Il y a beaucoup d'échos dans de nombreux livres, dans de nombreux romans. Alors bien sûr, on est dans des univers qui ne renvoient pas directement à Auschwitz, hein, mais qui, chez le lecteur et chez le narrateur, chez le personnage, sont reçus comme un fantasme de l'horreur, comme pouvait l'être à Auschwitz, par exemple. Ces personnages d'agonisants, de Blatt, sont très présents et effectivement renvoient directement à cette horreur-là qui m'a marqué, pas physiquement, pas physiologiquement, mais par délégation, lorsque j'ai lu de nombreux documents sur les abominations du XXe siècle, j'ai vécu cela aussi. Donc je le redonne par écrit, en étant conscient de ce que je fais. Et alors, parmi les sources d'inspiration et les tonalités, je dirais, d'imaginaire sur lesquelles vos livres travaillent, en face de tout ce qu'on vient de dire, qui est de l'ordre quand même de l'écrasement, de la défaite, d'une sorte de survie minimale, apparaît une autre dimension, irrationnelle du moins pour nos esprits cartésiens et occidentaux, c'est le chamanisme. Mais alors lui, il me semble qu'il est très présent avec plutôt des valeurs positives, parce que le chamanisme, c'est ce qui permet aussi de faire parler les morts, de communiquer avec eux. Parmi les livres, il y en a un qui s'appelle justement « Danse avec les morts », où on voit une femme, Jennifer, qui marche pendant des journées et des journées pour se rendre sur le lieu où a été inhumé, détruit son mari, Nathan Golshem. C'est Danse avec Nathan Golshem, pardon, le titre. Voilà, en faisant toutes sortes de rituels dans cet endroit, finalement, elle fait réapparaître, revenir quelque chose comme le fantôme ou le spectre de cet homme, et elle peut avoir de véritables échanges avec lui. Donc là, il y a une version positive quand même d'un imaginaire de communication possible, outre la mort, qui permet de maintenir le contact et les échanges. Oui, là, il y a deux livres de Luz Bassman qui sont construits un peu de la même manière, ce qui arrive rarement dans nos livres, mais là, le schéma est à peu près le même.
Les aigles puent et Danse avec Nathan Goldschem. Dans Les aigles puent, le personnage principal va sur une ville qui a été entièrement goudronnée, détruite par une bombe, irradiée, et là, en même temps qu'il agonise sur ces ruines, sous lesquelles se trouvent ses camarades de combat et sa famille, et en même temps qu'il agonise, il raconte des histoires. Il raconte des histoires, son seul public en dehors des morts, c'est un rouge-gorge agonisant, la seule tache rouge dans cet univers noir, et un gollywog, c'est-à-dire une poupée raciste des années 10 et 20 américaines. Et il leur raconte des histoires, mais il parle avec eux, qui ne lui répondent pas, et il raconte des histoires, c'est très clair, il le dit, pour faire rire les morts. Il raconte donc des histoires qui sont drôles, des anecdotes très bizarres, très fantastiques, surréalisantes, et qui mettent en scène toujours des ratés, des perdants, dans une société d'écrasement où seuls les personnages de perdants, les personnages d'écrasés sont mis en valeur par le personnage qui parle, par le conteur. Il veut donc faire rire les morts, faire rire ces enfants qui sont sous la ville vitrifiée, sa femme, ses camarades. Danse avec Nathan Goldschem est un peu la même chose. On a une femme qui va sur un endroit désert, sur une décharge qui fait le voyage tous les ans, qui va jusqu'à la décharge où le corps de son mari torturé a été jeté. Et effectivement, elle accomplit un rituel chamanique jusqu'à ce que son mari, Nathan Goldschem, réapparaissent à côté d'elle, et ensemble, ils vont non plus faire rire les morts, mais rire avec les morts. Et toutes les histoires, c'est également un ensemble de contes, d'histoires, d'anecdotes, de narras qui sont mis organisés à l'intérieur de ce rite chamanique qui dure plusieurs semaines, au moins le temps d'une lune. Et là, il s'agit de rire avec les morts. Cette idée de raconter des histoires de perdants, de morts, d'agonisants, en s'en moquant, fait partie de cette distanciation, de cette appréciation rigolote de la catastrophe. Alors, parlons un peu de ces histoires. Vous venez de prononcer un mot que tous les auditeurs ne connaissent pas forcément, le mot de Nara. Et effectivement, ces histoires prennent des formes tout à fait étonnantes que vous nommez avec des termes qui n'étaient pas auparavant dans les histoires de la littérature, des naras, des entrevoûtes, des shaggas. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ces formes littéraires, dire à quoi chacune d'entre elles correspond et quelles sont leurs fonctions dans l'ensemble de l'œuvre ? Oui, je ne vais pas faire une analyse technique de ce que sont naras ou dans Black Village, dont on va parler tout à l'heure, des interrupta, puisque c'est des naras qui s'interrompent brusquement en plein au milieu de l'action. Et je ne vais pas parler de ça, mais je vais renvoyer à ce chœur dont j'ai parlé au départ, ce chœur qui organise l'ensemble de l'œuvre, ce chœur de prisonniers et de prisonnières
donc très marqués idéologiquement, qui sont à l'isolement et qui, de cellule en cellule, échangent. Alors, ils échangent des fragments, des poèmes, des morceaux de prose, des récits de rêves, des slogans, etc. Et en fait, dans l'immensité de temps qu'est la perpétuité en prison, la perpétuité carcérale, ils inventent des formes littéraires. Ils mettent ça en forme, ils mettent tout ce qu'ils échangent en forme, et c'est le résultat de cette mise en forme qu'on trouve dans les livres. Donc il y a des voix extérieures aux livres qui sont présentes dans les livres. Ces narrats, ce sont des petites photographies de prose rapides qui peuvent être un portrait plus poétique, la description d'un paysage, la description d'une action qui n'est pas développée avant ni après, qui pourrait être chaque narrat pourrait être le sujet, pourrait être l'extrait d'un plus vaste roman, mais on a cette photographie en prose, ce cliché qui permet au lecteur et à la lectrice de immédiatement entrer à l'intérieur d'une action, d'une image, d'une suite d'images, ou d'une image, et qui donne vie à un fragment qui existe en tant que tel, sans avoir la nécessité fastidieuse d'aller jusqu'au bout avec les personnages, par exemple. Alors c'est vrai que c'est une écriture qui fait une grande place aux fragments. Il y a aussi des haïkus, il y a aussi des slogans dans d'autres textes. Mais donc, par rapport à ces narrats, quelle est la singularité de l'entrevoûte? Quelle est la singularité quand même du Chagga? On aimerait bien savoir. Alors, la singularité des entrevoûtes, on a quelques livres qui sont intitulés avec un sous-titre de genre qui n'est pas roman, mais entrevoûte, comme d'ailleurs Danse avec Nathan Golshem. Les entrevoûtes s'appellent également des répons, c'est-à-dire que la plupart du temps, il y a une organisation du livre qui fait que les narrats deviennent entrevoûtes si à un premier narrat répond un dernier narrat, un deuxième narrat répond un avant-dernier narrat, etc. Comme ça, c'est comme ça qu'est construit Black Village, c'est comme ça qu'est construit Des Anges mineurs et d'autres livres. Enfin bon, je ne vais pas faire une leçon là-dessus. Et alors Chagga, lui, se présente avec une majuscule. La Chagga, c'est quelque chose... je vous avais dit tout à l'heure, les années 80, c'est les années où j'ai commencé à publier, pas les années où j'ai commencé à écrire. En fait, bien avant, j'avais eu le plaisir d'inventer un genre qui était la Chagga, qui était composé de 7 fragments identiques en longueur. Avec Word plus tard, ça peut être identique au caractère près. Et ces 7 séquences reprennent un thème souvent marqué par l'incertitude. On ne sait pas qui parle et pourquoi, et renvoie à une pensée poétique. Et chaque gars, en principe, est accompagné d'un commentaire.
le commentaire fait lumière à partir du texte qui a souvent des aspects ésotériques et s'inspire de ce texte pour dire des choses souvent très politiques qui n'ont aucun rapport avec le monde poétique qui a été évoqué. Les premières shaggas qui ont été publiées, c'est dans Lisbonne dernière marge, et on voit donc des shaggas, la shagga du capitaine Abdallah, commandant de l'épée ou quelque chose comme ça, et le commentaire fait par Ingrid Vogel, qui est la terroriste de la fraction Armée Rouge, est extrêmement politique. Mais elle ne le signe pas directement, elle le délègue à un collectif d'écrivains. Alors, on voit qu'il y a une vieille logique mythologique un peu. Oui. Avant de publier mon premier livre chez De Noël, la biographie comparée de Joriane Murgrave, j'avais écrit beaucoup, et entre autres, j'avais écrit une anthologie de textes imaginaires qui renvoyait à une civilisation imaginaire qui était décrite, expliquée à partir des textes et des commentaires de textes. Et ça, on retrouve ce projet dans Lisbonne dernière marge. On a entendu d'ailleurs, par exemple, à propos des entrevues tout à l'heure, l'importance aussi de la structuration de l'ensemble. Et il y a un chiffre qui revient souvent, c'est le chiffre 7. Si je ne me suis pas trompé, il y a 7 narrateurs, 7 signataires du post-exotisme, il y a 49 chapitres dans Terminus Radieux, il y a 49 narrats dans Les Anges mineurs. Alors, 49, 7 fois 7, quelle est la fonction de ce chiffre? Est-ce qu'il y a une fonction symbolique, un signe particulier? La numérologie ne m'intéresse pas, mais le chiffre 7 est un peu, on pourrait dire, la marque de fabrique et le nombre d'or des textes post-exotiques. On trouve donc, vous voyez, avant de publier, déjà j'avais mis au point un système qui n'a pas changé, qui est immuable et qui était fondé sur 7 séquences, 7 poèmes mis ensemble pour former une shagga avec leurs commentaires. 7 fois 7, ça fait 49. 7 fois 49, ça fait 343. Dans Terminus Radieux, il y a 343 sous-parties. Et bon, je m'arrête là parce qu'il y a d'autres projets. et effectivement, 7 est donc ce nombre d'or, mais 49 encore plus nettement soulignable et souligné parce que 49, c'est le nombre de jours de la marche après le décès du décédé jusqu'à son entrée dans les matrices. Donc entre la mort et la renaissance, il y a un passage de 49 jours, raconte le Bardo Teudol, le livre des morts tibétains, et ces 49 jours, c'est très inspirant, et ça m'a conduit à baliser par 49 parties, 49 étapes, un certain nombre de livres, comme vous l'avez dit, Les Anges mineurs étant le premier, donc 49 parties, mais j'avais déjà utilisé cela dans Nuit blanche en Valkyrie, qui a 49 chapitres, et donc publié chez Gallimard 4 ans plus tôt. Et très souvent, Manuela Dreger, par exemple, dans ses petits livres parus à l'école des loisirs, dans ses petits romans,
divise en 7 parties ces narrations. C'est plus joli. C'est un côté génétique, c'est joli. Les 7 jours de la Genèse aussi. Oui, de toute façon, c'est un chiffre magique, généralement magique. Mais 49 est quelque chose qui permet une traversée en 49 parties, 49 chapitres, une traversée d'un personnage de la première à la dernière page, comme de son décès à sa renaissance. Alors, à propos de décès et de renaissance, parmi les écrivains du post-exotisme, il y en a un qui semble décédé, c'est Elie Kranauer. Nous n'avons pas de nouvelles de lui depuis 2001, si je ne me trompe. Alors, est-ce qu'il est en train d'accomplir le bardo? Est-ce qu'il va réapparaître ou est-ce qu'il a disparu complètement? Elie Kranauer a publié dans cet ensemble post-exotique, a publié 5 livres qui sont tout à fait à part. C'est une voie tout à fait particulière dans ce qu'il a publié. C'est la reprise des bilines russes, donc des chants épiques qui étaient chantés par des bardes depuis la nuit des temps, enfin depuis la Russie kievienne jusqu'au début du XXe siècle. Et il a repris quelques-unes de ces bilines, surtout celles qui avaient le plus de côté fantastique, pour en faire des bilines, des bilines post-exotiques. C'est-à-dire avec l'introduction, avec 2 choses. D'une part, l'introduction d'éléments poétiques, d'images cinématographiques qu'on ne trouve pas dans les bilines. D'autre part, une censure complète de ce qui était dans les bilines, le nationalisme russe, la religiosité. Ça ne marche pas avec nous. Donc c'est écarté dans la refonte kronauerienne des bilines. Et puis il y a une tentative d'écriture qui est importante, qui est que les bilines d'origine sont écrites dans un russe particulier, un russe très chantant. Elles étaient chantées d'ailleurs, déclamées par les bardes. C'est un russe extrêmement beau, avec des formules qui reviennent, qui sont très imagées, mais qui ne peuvent pas être traduites telles quelles, ou qui, si elles étaient traduites, donneraient un ensemble très bon à lire pour les spécialistes, mais pas pour les lecteurs. Donc le travail de Kranauer, en dehors de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, il y a un instant, son travail, ça a été de faire passer la beauté de la langue dans la beauté d'image. Et donc il y a ce décalage qui fait que les bilines sont beaucoup plus imagées et beaucoup plus fourmillantes de détails poétiques, de détails picturaux que dans les bilines d'origine. Et donc ce cycle est clos maintenant. Alors, la somme des bilines est énorme. Il y a eu beaucoup de collecteurs de bilines au XIXe siècle. Au XXe siècle, Vladimir Prop, par exemple, a fait des recueils de bilines. Mais d'abord, il faut savoir s'arrêter. Et puis, d'autre part, je crois que Kranauer a tiré le maximum dans ce qui était la magie des bilines. Il y a un dernier livre dont je voudrais parler, c'est le livre qui est un peu singulier dans l'ensemble, qui s'appelle Écrivain, qui présente effectivement une figure d'écrivain, mais un écrivain qui est comme dépossédé de tout ce qui constitue d'habitude un écrivain tel qu'on le connaît. Enfin, notamment, il est analphabète, ce qui est un peu gênant pour être écrivain.
Alors, quel est le sens de cette figure? Est-ce qu'il s'agit encore d'un trait d'ironie ou d'humour noir, voire d'humour du désastre qui nous ferait contempler un certain désastre actuel de la littérature, une fin de la littérature, comme on l'entend parfois, ou est-ce qu'il s'agit au contraire de manifester la persévérance de l'écriture, quand bien même on est dépossédé de tout ce qui pourrait la soutenir? Comment situer cet ouvrage dans l'ensemble constitué par tous les autres? Je pense qu'il s'insère parfaitement dans l'ensemble. Et il met en scène donc des écrivains, pas un écrivain, mais des écrivains qui ont tous leur particularité. Et cette particularité, c'est de n'avoir aucun rapport avec l'écrivain médiatisé, avec écharpe blanche et mèche qui flottent au vent. Ils n'ont aucun rapport avec cela. Ils disent, d'ailleurs la plupart du temps, c'est des écrivains qui ont une œuvre orale, inconnue, connue d'eux-mêmes à la limite, mais pas forcément. Et l'écrivain dont vous parlez, c'est un écrivain qui est né le 27 juin 1938 et qui sa grand-mère a toujours dit le 27 juin 1938, tu es né au milieu des bruits de cloches, c'était très beau, etc. Et peu à peu, cet homme qui est un gueux, qui est un gardien de dépôt, enfin, qui peu à peu, il est obsédé par cette date. Il fait des recherches et peu à peu, il s'aperçoit que le 27 juin 1938, en fait, à côté de l'endroit où il est né, juste à côté, il y avait un polygone d'exécution du NKVD où le 27 juin, des centaines, enfin 200 personnes ont été fusillées. Et c'est le bruit des fusils qui a été transformé dans la mémoire familiale par le bruit des cloches. Et dans ce texte qui est tragique, le personnage donc, est un personnage déchu, un personnage de pauvre, analphabète, essaie de rendre hommage à ces figures inconnues, ces personnes qui ont été fusillées, tuées, en fabriquant des espèces même pas de poupées qui les représentent, en leur attribuant, à un petit amas de ferraille ici, un amas de chiffon là, en leur attribuant les noms des fusillés. Et j'ai dit que tout était fantasmé en général et ne renvoyait pas à une réalité immédiatement perceptible dans mes livres, dans nos livres, mais là, dans ce livre, on trouve les noms des fiches du NKVD qui ont été révélées après la chute de l'URSS. Pendant quelques années, il a été possible de faire des recherches sur ce genre d'événements. Et effectivement, on voit, c'est une manière aussi pour moi de faire cette analyse que j'avais toujours faite d'ailleurs, qui est que les massacrés des purges staliniennes, du stalinisme, n'étaient pas des intellectuels. Il y a eu des intellectuels et des écrivains, bien sûr, qui ont terminé au camp, et j'en parle aussi, hein, mais c'était des pauvres types, c'était des concierges, des ouvriers, des paysans. C'était vraiment le peuple russe, russe ou non russe, qui était massacré. Et c'est une manière
pour ce personnage, Koryagin, qui donne vie, qui parle, qui fait littérature à partir des restes. C'est une manière pour lui, pour moi, de rendre hommage à ceux qui ont disparu. Et cette idée de rendre hommage est une idée qui est permanente. J'ai parlé du cœur qui était derrière tous les livres. Il y a toujours l'idée de rendre hommage à ceux qui n'ont plus la parole, à ceux qui ont été tués, à ceux qui ont été massacrés, à ceux qui ont été tués les armes à la main, mais également ceux qui ont été génocidés, massacrés, nettoyés ethniquement, etc. Et leur rendre hommage, c'est souvent leur donner un nom. Et dans Luz Basman, par exemple, il y a, c'est dans Les Aigles Pus, il y a des listes ici à brûler, Natalia Magadan, etc. Une page de noms d'inconnus qui ne jouent pas de rôle dans le roman, mais qui sont présents ici au nom des autres, et c'est les anonymes à qui on rend hommage. Et cette idée de rendre hommage se retrouve aussi dans le système post-exotique, dans le système de la construction de l'édifice post-exotique, dans la mesure où très souvent des prisonniers, donc les prisonniers dans cette prison imaginaire, meurent, deviennent fous, disparaissent, sont assassinés par les gardiens, et pour leur rendre hommage, on continue à parler en leur nom, on continue à signer des livres en leur nom. Donc c'est aussi une manière de parler d'immortalité, de survie. C'est une manière collective d'assumer l'échec, la mort, en laissant la permanence du nom, et ce qui fait que très souvent, enfin oui, assez souvent, certains textes signés très clairement par un hétéronyme ne sont pas, sont en fait écrits par d'autres. Voilà. Ce qu'on trouve énormément dans le post-exotisme en 10 leçons, leçon 11. Merci, je crois qu'on va arrêter cette conversation ici. On va la reprendre un petit peu tout à l'heure avec Rémi Janin et avec cette invitation à entrer dans la rumeur des morts, finalement, de les entendre continuer et à psalmodier leurs propres noms pour que nous ne les oublions pas. Merci Antoine Volodine de vous être prêté à notre conversation. Merci à vous.